Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une présentation autour des oiseaux marins du Cap Fréhel. Donc moi je me présente, je m'appelle Clara Delahaye et j'étais en service civique en fait avec le syndicat mixte du Cap d'Erquy Cap Fréhel pendant 6 mois. Donc avec ma collègue qui est partie, qui s'appelait Connie Giraudot, nous avions fait une présentation en fait pour expliquer un peu notre travail et les espèces qu'on pouvait voir aussi au niveau du Cap Fréhel. Et du coup, on trouvait ça intéressant d'avoir aussi le format présenté en vidéo pour que les personnes puissent regarder à volonté ces informations et puissent le partager à d'autres personnes également intéressées. Donc voilà, donc pour expliquer un peu le format, il va avoir donc des présentations plutôt un peu descendantes où je vais un peu parler des espèces, du suivi nidification et d'autres choses. Mais il y aura aussi des moments plus de jeu où vous allez pouvoir faire pause, avoir un temps de réflexion. Et puis après, je vous dirai aussi les réponses. Voilà, donc c'est parti. Donc on avait fait une petite présentation rapide comme ça pour présenter un peu nos profils. Donc comme je vous l'ai dit, moi c'est Clara. C'est vrai que j'aime beaucoup observer et dessiner le vivant un peu par tous les temps, surtout en Bretagne. Et donc, je suis vraiment passionnée et intéressée par la protection de l'environnement. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé avec un parcours d'ingénieur dans l'environnement. Et puis, je me rendais compte que j'avais besoin de plus d'expérience de terrain. Donc, c'est pour ça que j'ai postulé à un service civique, en fait, pour découvrir une région et acquérir plus des connaissances naturalistes. Et ma super collègue qui n'a pas pu faire l'enregistrement avec moi parce qu'elle a déjà fini son service civique, donc s'appelait Connie. Donc on a travaillé ensemble pendant 6 mois. Et puis elle, voilà, elle était fan des tortues marines. Elle avait fait un parcours plutôt en BTS gestion et protection de la nature pour ceux et celles qui connaissent. Et puis pareil, elle voulait gagner un peu en expérience dans le milieu littoral. Voilà pour les petites présentations rapides. Donc comme je vous l'ai dit, on va d'abord un peu voir quelles sont les espèces nicheuses sur le cap, faire un petit point après sur le suivi de nidification, passer aussi à un temps sur la migration post-nuptiale pour savoir un peu où est-ce que vont en fait les oiseaux après avoir niché sur le cap. Et puis il y aura un petit jeu à la fin, si vous restez jusque-là. Donc là, en fait, on va commencer avec une ambiance sonore pour se mettre un peu dans la thématique du cap. Donc je vous laisse écouter ce qu'on pouvait entendre sur le cap. Voilà, donc avec cette ambiance sonore, on peut presque sentir les embruns venir fouetter notre visage et le vent marin. Donc vous avez peut-être reconnu déjà les espèces rien qu'au son, mais là je vous propose voilà, de commencer un peu par la description aussi visuelle. Donc en premier lieu, on a le cormoran huppé, c'est une des espèces qu'on a le plus suivi en tant que service civique. Donc à chaque fois, on a mis des critères d'identification qui sont plutôt simples à retenir et qui vont vous permettre en fait sur le cap de pouvoir mieux reconnaître les espèces. Donc pour le cormoran huppé, facile à mémoriser, huppé comme une huppe, parce qu'en période dite nuptiale, c'est-à-dire au moment de la reproduction, au moment où ils vont après faire la nidification, ils ont une huppe sur la tête, donc avec des plumes. Et ça, c'est vraiment caractéristique. Et après, ils ont également un bec assez fin et sombre, ce qui les différencie notamment donc ces deux caractéristiques-là d'une autre espèce pour ceux et celles qui connaissent, le grand cormoran, qui lui ne va pas nicher par contre au Cap Fréhel. Après, au niveau du plumage, il y a un peu ce plumage à reflets métalliques, donc un noir et vert métallique un peu. Très joli par ailleurs. Et puis là, on vous avait mis aussi un jeune poussin, donc il avait environ 5 semaines. Donc à 5 semaines, il commence à avoir des plumes qui sortent de ce qu'on appelle les fourreaux. Mais on a quand même encore un peu un duvet présent sur le poussin.
Là, vous avez aussi une petite vidéo pour vraiment vous rendre compte un peu de l'espèce, de son comportement. Donc là, c'était un couple nicheur donc, qui était dans le nid. En dessous, vous pouvez même apercevoir quelques petits poussins qui bougent, qui frétillent un peu. Donc les cormorans huppés, ils vont constituer un nid de branches et d'algues assez fourni et donc vraiment bien construit, avec une belle cuvette. Et là, donc, ils vont plutôt nicher sur ce qu'on appelle des grandes margelles, donc là où il y a de l'espace pour constituer leur nid. Le cormoran huppé fait en moyenne 2 à 3 œufs. Et cette année, on a pu constater pour plusieurs nids qu'il y avait jusqu'à 4 œufs et même jusqu'à 4 poussins. Donc voilà, ça peut aussi exister, mais la moyenne, c'est 2 à 3 œufs. Et donc là, on vous a mis une autre photo aussi. Donc, tout ça, c'est des observations qu'on a faites au Cap. C'est souvent des photos qui sont prises par soit Connie, par d'autres personnes qui travaillaient au syndicat mixte. Et donc là, on voit distinctement donc, un poussin dans le nid qui est en train de venir en fait prendre la nourriture dans le bec de l'adulte, mais ils ont vraiment presque rentré et parfois quasiment toute sa tête à l'intérieur du bec. Donc ça, c'est assez impressionnant, surtout quand ils commencent à être grands et qu'ils font encore ça pour venir se nourrir. C'est voilà, ça peut être assez impressionnant à voir. Là aussi, je vous ai mis une petite vidéo. En fait, donc j'espère qu'on verra bien. Là, c'est un cas de malformation de bec qu'on avait constaté au Cap. Donc en fait, il avait donc ça c'est un juvénile. Là, il avait 9 semaines. C'est la dernière observation qu'on a fait de lui. Et en fait, il avait la mandibule supérieure donc du bec qui était mal formée. Et voilà, c'était une anecdote que je trouvais intéressante à partager. On n'a pas eu d'autres observations après de ce juvénile. Et donc, il a grandi aussi avec deux autres poussins dans le nid qui sont arrivés à terme. Et donc voilà, donc ça c'est aussi des observations donc les malformations de bec comme ça qui ont pu être observées à d'autres lieux partout dans le monde. Et donc il y a plein de causes potentielles. Ça peut être un facteur congénital, des facteurs environnementaux, voilà. Mais il n'y a pas encore on va dire de sources sûres quant à la cause de ces malformations. Voilà, et puis là, on peut entendre le bruit du cormoran, le cri du cormoran. Donc ce cri-là, c'est seulement le mâle qui peut faire ce cri parce que c'est un cri quand ils sont dérangés. Et la femelle ne fait pas ce cri, elle va juste ouvrir le bec pour paraître un peu plus menaçante. Également, quand on a entouré comme ça en rouge la falaise, c'est des endroits où en fait nichaient des cormorans. Et donc là, on voit que c'est vraiment, ils sont plus éparses sur la falaise par rapport à d'autres espèces qu'on va suivre après. Voilà. Donc maintenant, on passe au goéland argenté. C'est certainement une espèce que vous avez pu voir déjà sur les côtes bretonnes, qui est, voilà, qui est assez reconnaissable. Et donc, donc les différents critères d'identification, on va avoir un dessus des ailes qui est plutôt gris clair et des pattes roses. Ça, c'est vraiment les deux critères qui sont importants pour les goélands. C'est comme ça que vous allez reconnaître les différentes espèces de goélands. C'est souvent grâce à la couleur des pattes et grâce à la couleur des ailes. Et vous voyez que c'est totalement différent par rapport aux poussins qui sont sur la gauche, qui ont eux un duvet avec un peu un effet camouflage, presque voilà des tenues de camouflage militaire ou quoi, avec cette petite tache, etc. Et ça leur permet vraiment de venir se camoufler dans la végétation. Et voilà, donc, ils le perdent après progressivement au fur et à mesure qu'ils grandissent. Après, vous le saviez peut-être déjà,
mais chaque goéland ont une tache rouge en fait sur le bec, donc la partie inférieure. Et cette tache rouge, déjà, elle est caractéristique des goélands. Vous n'aurez pas ça sur les mouettes. Et en plus, elle a une fonction hyper importante, donc parce que en fait, ça va agir comme une cible pour les oisillons. Donc voilà, cette tache rouge, elle va attirer l'œil et les oisillons vont venir tapoter sur le bec. Et en fait, le fait de faire cette action, ça va faire en sorte que les adultes vont régurgiter la nourriture. Et sans ça, eh ben, c'est probable que les adultes ne nourrisseraient pas en fait spontanément les oisillons. Donc c'est une fonction vraiment essentielle. Et voilà, c'est facile à retenir, tache rouge, un peu comme une cible. Là, donc pareil, on vous a mis une petite vidéo pour voir un peu les poussins qui gambadent proche de leur nid. Donc le nid du goéland, il va être moins construit et moins fourni que celui du cormoran. Il va plutôt nicher pas loin des zones d'herbe pour que les poussins puissent se camoufler et se protéger du soleil notamment. Et donc par contre, comme le cormoran, il fait environ 2 à 3 œufs. Et là, vous avez un autre poussin en bas à droite. Donc c'est un poussin de 5-6 semaines et on voit qu'il a, pareil, il commence à perdre son duvet et il a des plumes qu'on peut voir plus nettement. Donc voilà, mais il n'est pas encore au stade de l'envol. Et là, je vais vous laisser avec le cri du goéland. Donc ouais, c'est un cri que vous avez probablement, j'en suis sûre, déjà entendu si vous vous baladiez sur le littoral. Un cri comme ça très lancinant et très perçant, qui fait partie aussi de notre patrimoine du littoral, quoi. Et donc, pareil, on a entouré en rouge un peu les zones où les goélands nichaient donc au Cap. Donc voilà, c'est plus des zones où on va retrouver plutôt sur des plateaux herbeux, donc avec pas mal d'herbes. Et là encore une photo d'un goéland et de ses poussins. Ok, maintenant on va passer à la mouette tridactyle. Donc surtout à ne pas confondre donc, avec le goéland argenté. Et pour la distinguer du goéland, eh bien c'est simple. Elle est déjà plus petite. Et puis il va falloir regarder au niveau de ses pattes et de son bec. Donc au niveau de ses pattes, les pattes sont noires et son bec est beaucoup plus petit. Il n'a pas cette tache rouge dont je vous parlais qui est vraiment caractéristique des goélands. Donc ça c'est pour la mouette. Et là on va regarder un peu plus une vidéo qui avait été prise sur le Cap où on voit nettement la mouette dans son nid, l'adulte, avec un jeune poussin d'à peine quelques semaines. Enfin même il y en a 2 dans son nid. Et donc les nids de mouettes ils sont assez caractéristiques, intéressants. C'est constitué avec des algues, des brindilles. Et en fait ça va être un peu comment on peut appeler ça, ça va être sédimenté, enfin ça va être fusionné grâce à la fiente. Et donc ça donne un peu ce nid-là qui est construit au fur et à mesure par couche. Et elles viennent tasser en fait au fur et à mesure le nid pour le construire. Les mouettes, elles vont plutôt nicher sur ce qu'on appelle des décrochements rocheux, des aspérités un peu exiguës, donc des tout petits endroits. Pas du tout les mêmes endroits que les goélands et les cormorans, on va le voir après sur les falaises. Et donc avec ces nids-là voilà, très caractéristiques. Et contrairement aux 2 espèces précédentes, elles vont faire que 2 œufs environ. Même si, toujours par exception, on peut atteindre jusque 3 œufs. Là, à droite, vous avez un poussin de mouette qui a déjà 3 semaines. Et on voit qu'il est beaucoup plus gros que le poussin à gauche qu'on voyait gambader dans le nid.
pour vous donner un peu des différentes visions des stades des poussins en fonction des espèces. Pareil, vous allez pouvoir écouter un peu le cri qu'elles font sur la falaise. On dit souvent que les mouettes ont un cri un peu de jeune enfant ou de bébé. Et c'est marrant parce que le nom anglais de ces mouettes, c'est Kittiwake. Et ça viendrait en fait du son qu'elles produisent en criant Kittiwake, Kittiwake. Voilà, si vous arrivez à... Des fois, on arrive à l'entendre en entendant les cris. En tout cas, voilà, un cri aussi très caractéristique et qui fait penser à des pleurs de bébé. Donc comme je vous disais, c'est pas du tout le même endroit au niveau des endroits de nidification. Elles vont être plutôt sur des toutes petites aspérités rocheuses qui sortent un peu des falaises. Et là, typiquement, sur ce point de vue, elles étaient plutôt en bas des falaises. Et en groupe. Très important aussi. Et elles nichent en groupe, en colonie. Ok. J'espère que ça va déjà jusque maintenant, que ça fait pas trop d'informations. On a encore quelques espèces à voir ensemble pour cette première partie. Et on va passer aux alcidés. C'est certainement des espèces que vous attendiez, peut-être que vous connaissiez déjà, qui sont très représentatives du Cap et qui suscitent souvent beaucoup de questions, beaucoup de curiosité. Donc parmi les alcidés, on a deux espèces. On a donc le guillemot de Troil, qui est donc la photo juste à gauche, et le pingouin torda, donc c'est la photo à droite. Premier point intéressant, c'est qu'ils ne font pas de nid. Donc là, jusqu'à maintenant, la mouette, le goéland, le cormoran, je vous ai montré un peu les nids qu'ils formaient. Alors que ces deux espèces, elles vont venir nicher directement sur la roche et venir couver leurs œufs directement sur la roche. Et cet œuf-là, qui est unique, elles ne font qu'un œuf, eh bien, il a une forme de ce qu'on appelle pyriforme. Donc, pyriforme, ça fait penser à la poire, et en effet, c'est un peu comment dire, l'œuf est un peu plus rétréci en haut, et en fait, cette forme-là va lui permettre d'éviter au maximum de tomber des falaises, parce que si, par exemple, il y a un coup qui est donné dans cet œuf, il va plutôt tourner sur lui-même que comme un œuf, par exemple, de poule qui roulerait et qui tomberait des falaises. Donc voilà, un œuf, pas de nid, et puis un œuf un peu en forme de poire, donc pyriforme. Maintenant, on avait un petit jeu interactif, je sais pas si ça va marcher avec la présentation. J'ai bien peur que là, les animations ne fonctionnent pas exactement pareil que ce qu'on avait fait. Donc en fait, on proposait... Voilà, donc ça ça n'a pas marché. C'est pas grave. On proposait en fait un petit jeu interactif entre pingouin ou manchot pour savoir un peu, en fonction des différentes photos, si c'était des pingouins ou des manchots. Et on finissait par cette photo donc, qui est tirée d'un dessin animé qui s'appelle, dont le petit personnage là s'appelle Pingu. Et en fait, on disait que c'est pas un pingouin, malgré son nom, c'est un manchot. Parce que en fait, voilà, la confusion elle vient du mot penguin, qui veut dire en fait manchot en anglais. Et on va voir justement, je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à vous questionner sur en fait, c'est quoi la différence entre pingouin ou manchot. Et c'est une question qu'on avait souvent au Cap. Donc on va voir ça un peu ensemble. Donc pingouin ou manchot. En fait, il faut retenir deux choses. Ça va dépendre de leur capacité à voler et de leur localisation. Les pingouins, ils peuvent voler. Les manchots, ils ne peuvent pas voler. Ils sont pas du tout, ils n'ont pas la faculté de voler. Avec leurs ailes ne permettent pas de voler. Donc par exemple, la photo au-dessus, donc on voit c'est un pingouin torda.
eh bien, donc un pingouin qu'on trouve au Cap, lui, il peut voler. Alors que par exemple le manchot, le gorfou sauteur, il me semble, euh, juste en bas, ne peut pas voler. Et après, on a aussi une différence au niveau de leur localisation, et ça, ce sera peut-être le critère le plus simple à retenir, c'est que les pingouins se trouvent que dans l'hémisphère nord, et les manchots ne se trouvent que dans l'hémisphère sud. Donc, on ne peut pas trouver de manchots au Cap-Fréhel. C'est exclusivement des pingouins si on a la chance d'en observer. Voilà pour cette petite introduction sur les pingouins ou manchots. J'aurais vraiment bien aimé faire le jeu avec vous, mais ça n'a pas marché pour l'enregistrement. C'est pas grave. On va passer à l'explication un peu plus en détail de ces espèces. Donc, on va commencer avec le guillemot de Troy, que vous avez peut-être vu déjà au Cap si vous avez eu la chance de venir un peu vous balader sur les falaises et pendant la période de reproduction. Donc il a plutôt une couleur qu'on va appeler brunâtre, chocolat, avec un bec assez fin et assez allongé. Et lui, il va nicher par centaines sur les corniches et rebords des falaises. Donc quand c'est en période de nidification, il y a vraiment, c'est presque pas possible de le louper parce qu'il niche vraiment par centaines sur les falaises, et vraiment serrés les uns contre les autres. Il existe aussi ce qu'on appelle une forme bridée. En fait, ce sont des individus qui ont une mutation génétique et qui vont avoir le contour de l'œil euh, avec du blanc, et y compris une ligne qui part de l'œil, voilà, sur le côté, qui est blanche aussi. Et plus on va aller dans les latitudes nord, plus on va avoir cette mutation qui va exister et elle sera de plus en plus fréquente. Ici au Cap, on dit qu'on a à peu près un individu sur 100 qui a cette forme bridée. On vous a mis aussi des petites photos des poussins. Donc vous avez la photo d'un poussin à 1 semaine et puis la photo d'un poussin à 3 semaines. Donc là, on voit comme un masque avec du blanc et du noir qui encercle l'œil. Et quand il a cette espèce de masque, c'est en général le moment où il est prêt à sauter. Donc il faut savoir que les poussins des guillemots sont des poussins très vaillants et courageux. Ils vont sauter à 3 semaines de la falaise. Donc ils s'élancent en général le soir, là où la luminosité est plus faible. Ils vont s'élancer, sauter de la falaise et arriver donc dans le meilleur des cas dans la mer, dans l'eau. Et là, leur papa va venir les rejoindre et ils vont partir plus au large, donc ce qu'on appelle en duo, pour après que le papa élève le poussin en mer, lui apprenne à se nourrir, à nager, etc. Et donc, voilà. Donc c'est le père qui va après élever les poussins en mer. Ça, c'était pour le guillemot. On va passer à la deuxième espèce d'alcidés. Donc là, on est sur le pingouin. On arrive au pingouin. Pingouin torda. Donc lui, il va avoir au niveau de sa tête un bec plus large et avec cette ligne hyper caractéristique qui part donc de la mandibule inférieure du bec et qui arrive jusqu'à l'œil et qui lui donne un aspect très assez esthétique en fait et assez joli. Et lui, par contre, il va avoir une couleur beaucoup plus foncée que le guillemot, donc une couleur assez noire. Et c'est ça en fait qui va vous permettre de le différencier si vous allez sur le Cap et que vous voyez un pingouin ou un guillemot qui va voler. Donc ils ont un vol, ce qu'on appelle papillonnant, qui est très très rapide. Et vous allez pouvoir distinguer en fait à la couleur. Si c'est un noir très profond et foncé, ça va être un pingouin. Et si c'est plutôt un chocolat, ce sera plutôt un guillemot. Et pas hésiter à s'exercer avec des jumelles et à essayer de détecter, voilà, au vol, essayer de détecter les espèces, c'est aussi hyper intéressant. Et je vous assure qu'en
En quelques heures de pratique, vous allez réussir à différencier beaucoup plus facilement. Et donc le pingouin, il va nicher plutôt dans les petits recoins des falaises et pas en grande colonie comme le guimauve. Lui, il va être plutôt en couple nicheur et plutôt un peu caché dans les petits recoins. Le pingouin tenda, il a aussi un autre nom, il s'appelle le petit pingouin. Et pourquoi petit pingouin? Eh bien parce que avant il existait un grand pingouin. Donc là c'est la photo qu'on a à droite. On voit que l'illustration montre un pingouin avec une tache blanche au niveau de la tête et avec des ailes beaucoup plus petites, presque tronquées, qui lui permettaient pas de voler en fait. Donc cette espèce, j'en parle au passé parce que c'est une espèce qui est éteinte, qui n'existe plus, qu'on peut voir seulement maintenant dans les musées d'histoire naturelle ou dans les collections. Et ce grand pingouin, en fait, il a été, on va dire, exterminé par la chasse humaine. C'était une proie très facile au niveau, à l'époque du colonialisme européen, donc dans les terres plutôt canadiennes, vers Terre-Neuve, etc. Quand les bateaux arrivaient et qu'ils avaient vidé leur stock de nourriture, ils chassaient ce grand pingouin pour refaire leur stock d'aliments. Et comme ce grand pingouin ne pouvait pas voler et n'était pas très agile sur Terre, dans les moments de nidification où ils se rassemblaient par centaines, eh bien, c'était une proie très très facile en fait à tuer pour l'humain. Donc à partir du XVIe siècle, il y a une chasse intense qui a commencé, et ce jusqu'au milieu du XIXe siècle, avec le dernier couple de pingouins, de grands pingouins, qui a été tué en 1844 dans les îles en Islande, voilà, par un braconnier qui a tué ce dernier couple pour après le vendre pour un collectionneur. Je trouve que cette histoire qui est tragique d'une espèce qui a été éteinte, qui a été exterminée par, par l'homme, elle est aussi assez véridique sur la vulnérabilité de certaines espèces et puis de notre responsabilité en tant qu'une espèce parmi d'autres, en tant qu'Homo sapiens, de prendre en considération les autres êtres vivants qui vivent sur cette planète et notamment voilà, faire avoir conscience de, de leur, comment dire, de leur importance d'exister et de leur légitimité aussi. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que pour ce grand pingouin, ils avaient voté à l'époque une loi pour empêcher de les tuer et puis pour essayer de refaire le stock des populations, que les populations réaugmentent, mais c'était déjà trop tard. Donc on voit que même des fois, des lois ne peuvent plus en fait sauver quand il est trop tard certaines espèces. Et donc c'est vraiment notre responsabilité d'y faire attention, de leur accorder des habitats viables et de leur accorder des ressources alimentaires suffisantes, etc. Et pour refaire le lien avec le pingouin torda qui lui est bien vivant et demeure sur nos falaises et demeure à d'autres endroits du monde, eh bien il est malheureusement aussi en danger critique d'extinction. Donc c'est le petit CR que vous voyez au-dessus, en rouge. C'est un logo qui permet de différencier en fait des espèces si elles sont plus ou moins en danger d'extinction. Et lui, c'est le cas. Donc on voit que c'est encore des choses qui peuvent se reproduire à l'heure actuelle et qu'il faut être particulièrement vigilant d'accorder voilà, assez d'espace, assez d'habitat viable pour toutes les espèces. Bon, parenthèse fermée et histoire un peu tragique de côté, on va passer au cri des guillemots et après du pingouin qui vont s'enchaîner, que vous allez pouvoir écouter encore une fois. Donc là, on était sur les guillemots. Et maintenant, si j'arrive à lancer le pingouin. Donc le pingouin, il a un cri beaucoup plus rauque par rapport au guillemot.
Et là, on voit un peu sur ces deux photos les endroits où en fait ils ont niché. Donc on voit bien que les guillemots, c'est vraiment sur les corniches, par centaines, ils sont nombreux, ils sont entassés. Là où les pingouins, ça va être des petits recoins de la falaise, plus par deux individus, donc un couple nicheur. Voilà, pas les mêmes endroits, pas les mêmes cris, pas les mêmes comportements. Mais la même famille, donc les alcinets. On passe à notre dernière espèce, donc le fulmar boréal, qui est une espèce assez intéressante et un peu mystérieuse aussi des fois à nos yeux quand on les observait sur le cap. Donc de loin, on va le reconnaître grâce à son vol. C'est principalement comme ça qu'on peut le voir sur le cap. Il a un vol très planant avec les ailes tendues et ce qui lui donne une allure très raide. Il va pas donner beaucoup de battements d'ailes, contrairement par exemple au goéland ou aux mouettes. Lui, il va vraiment plus planer sur les courants d'air chauds et froids au niveau du cap. Et il a aussi un aspect un peu plus trapu que le goéland argenté. Donc là, on voit, il a une tête et un cou un peu plus massifs. Voilà, ce qui lui donne une allure générale plus massif et raide. Au niveau de sa tête, si vous arrivez à regarder sur l'image en bas à droite, on voit qu'il a en fait des narines au-dessus du bec un peu allongées, ce qu'on appelle en forme de tube. Et ces narines-là, elles sont présentes dans toutes les espèces de cette famille. Et en fait, elles vont permettre notamment d'excréter le sel. Parce qu'il faut savoir que le fulmar, il peut boire l'eau de mer. Ça paraît hyper étonnant, ils sont peu à pouvoir le faire parmi les oiseaux. Et dans cette famille, ils peuvent tous boire l'eau de mer parce qu'ils ont des glandes, ce qu'on appelle des glandes de dessalage. Et du coup, après, c'est comme ça, c'est par ces narines en forme de tube qui vont excréter le sel. Voilà. Et le fulmar boréal, on peut aussi l'appeler la mouette qui pue. C'est pas un nom très très glorieux, je dois l'admettre, mais ça a pour le mérite de pouvoir peut-être s'en souvenir un peu plus, la mouette qui pue. Et ça, c'est parce que en fait, quand ils sont en présence de danger, eh bien, ils peuvent cracher un liquide gastrique qui pue, qui est vraiment nauséabond, sur leur prédateur. Et ça va éloigner les prédateurs et voir, en fait, quand le liquide va arriver, par exemple, sur leurs ailes, ça va rendre perméables les ailes. Donc, pour des oiseaux marins, c'est très dérangeant. Voilà, la mouette qui pue, le fulmar. Euh, Parce que foule, en fait, ça venait d'une langue nordique ancienne, le norrois, et du coup, le ful, ça voulait dire puer, et mar, ça voulait dire la mouette qui pue. Non, si vous n'aviez pas compris qu'elle puait, alors que je l'ai dit 5 fois à peu près, voilà, je me répète un peu, mais c'est comme ça qu'on retient aussi. Et donc les fulmars, ils vont pas faire de nid, donc comme les alcidés, ils vont nicher directement sur la roche ou à la limite sur un lit de terre. Et ils vont faire un œuf comme les pingouins et les guillemots. Bon, on va écouter leur petit cri, c'est parti. Voilà, et puis on voit aussi un peu l'endroit où ils nichaient sur les falaises, donc bien sur la roche nue, voilà, ou sur un lit de terre. Bon, eh bien, j'espère que déjà vous êtes toujours parmi nous et parmi, voilà, à l'affût des informations. Et puis, n'hésitez pas à faire des pauses aussi, à revenir un peu plus tard sur cette présentation. De toute manière, elle est disponible aussi pour ça, pour faire des pauses, pour revenir sur des passages qu'on a moins compris. Voilà. Mais si vous êtes toujours là et toujours motivé, on va passer à une petite question quiz. Bon, il ne faudra pas regarder, la réponse est en bas de l'écran, mais essayez de ne pas regarder. Allez, c'est parti. Donc là, quiz, quelle est l'erreur? Ou quelles sont les erreurs? Parce qu'il peut en avoir plusieurs.
je vous invite à mettre pause, à essayer de ne pas regarder la réponse parce que on n'a pas réussi à faire autrement pour la présentation. Et puis voilà, je reviens dans 2 secondes pour vous donner la réponse. Alors, pour celles et ceux qui l'avaient reconnu, donc c'est un fulmar. Euh, c'est déjà peut-être pas évident de reconnaître cette espèce. Si vous l'aviez pas reconnu, bah, vous pouvez remettre sur pause et puis réfléchir de nouveau en fonction de cette espèce, de ce que je vous avais dit, le fulmar, comment il niche, combien d'œufs par exemple il fait, et essayer de retrouver les erreurs. Donc voilà, donc les erreurs sur cette photo, c'est bien qu'il n'y a normalement pas de nid. Le fulmar ne fait pas de nid. Et qu'il a normalement qu'un œuf. Alors pourquoi donc est-il avachi sur ce tas de brindilles avec 2 œufs? Eh bien en fait c'était une observation totalement imprévisible qu'on a faite sur le cap, c'est qu'en fait il nichait, il s'était installé sur un nid de cormorans. Donc on reconnaît ce nid assez fourni avec des brindilles, des algues séchées, et puis avec 2 œufs de cormorans. Et donc ça s'explique parce qu'en fait c'était un lieu de nidification auparavant pour le fulmar qui était déjà venu les années précédentes. Et puis il y avait un jeune couple de cormorans qui probablement ne savait pas que cet endroit était déjà prisé par d'autres espèces et est venu construire son nid là. Et quand le fulmar est arrivé pour sa période de nidification, eh bien, il a repris son territoire. Et donc c'est pour ça qu'il était en train de couver, un peu malgré lui, 2 œufs de cormoran. Et bon, pour la petite anecdote, on aurait adoré voir des jeunes poussins qui éclosent avec cette espèce un peu incongrue. Mais bon, bah, malheureusement, les œufs n'ont pas été couvés assez longtemps. Et donc, on n'aura pas eu cette anecdote finale de 2 jeunes cormorans avec un fulmar. Voilà pour le petit quiz. Bon, on va finir avec une diapositive pas des moindres, qui peut faire un peu peur comme ça, mais je vous assure, ça va être très rapide. Et puis pour ceux et celles qui veulent un peu plus d'informations, vous pourrez mettre en pause et regarder aussi tranquillement. Donc là, on a fait une frise phénologique qui reprend un peu les différentes périodes où on peut voir les espèces qu'on a suivies sur le cap. Et donc, avec notamment la première ponte, première éclosion, premier envol, etc. Donc là, on voit que la première espèce qui arrive sur le cap, pour nicher, c'est la première espèce pardon qui va commencer à nicher sur le cap, c'est le cormoran. Donc voilà, mi-mars, première ponte déjà. Et puis c'est aussi quasiment un des derniers en fait à finir sa saison de nidification. Et ça s'explique parce que les poussins ils restent longtemps au nid, ils restent longtemps à être nourris par leurs parents, etc. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle des pontes de remplacement, c'est-à-dire que si jamais pour une X ou Y raison, eh bien, les œufs ou les poussins, donc soit les œufs vont pas éclore, soit les poussins vont mourir, etc. C'est possible pour les adultes de faire ce qu'on appelle une ponte de remplacement, donc c'est de nouveau couver des nouveaux œufs, puis voir si ça marche cette fois-ci. Après, on avait poursuivi donc le suivi en avril avec les goélands et les mouettes pour Connie et moi, et puis notre tutrice de service civique que je n'ai pas encore présentée mais qui s'appelait Louisiane et qui nous a encadrés tout au long du service civique, et bien a commencé à suivre les guillemots et les pingouins. Et enfin, la dernière espèce qu'on a suivie sur la saison, c'est donc le fulmar boréal, qui a commencé à nicher plutôt vers fin mai et dont la période s'étend jusque milieu septembre, là où les poussins vont s'envoler. Voilà pour cette première partie. Je vous retrouve bientôt donc pour la suite avec plein de choses encore à découvrir. Bon, je vous retrouve pour la deuxième partie de cette présentation. On va maintenant parler un peu des autres espèces qu'on peut voir au Cap. Donc là, on était jusqu'à maintenant plus sur les espèces qui nichaient et dont on suivait la nidification. Mais il y a aussi plein d'autres espèces que vous aurez l'occasion de
peut-être d'apercevoir ou d'entendre sur le cap. Donc c'est parti. On va d'abord parler un peu des espèces qui vont potentiellement prédater des œufs ou des poussins des espèces qu'on suit. À savoir que vraiment la prédation, c'est en l'occurrence une prédation naturelle, donc elle a sa place et ses fonctions dans l'écosystème et dans le bon fonctionnement général de cet écosystème. Donc c'est pas, on vous montre pas ces espèces-là pour les stigmatiser, mais justement pour comprendre qu'elles ont leur rôle à jouer et que comme son nom l'indique, c'est naturel, voilà, c'est tout à fait normal que ces espèces prédatent d'autres espèces. Donc on a tout d'abord le grand corbeau, donc la photo tout à gauche, vous pouvez voir qu'il a dans son bec un œuf, probablement un œuf de cormoran. Et on a aussi donc une prédation qui peut être faite par la corneille. Donc là, on vous a mis la différence entre le grand corbeau et la corneille. On voit vraiment déjà une différence de taille, puis on va avoir une différence aussi au niveau du bec. Le grand corbeau, il a vraiment un bec assez proéminent, assez fort. Et puis aussi au niveau de la queue qui va avoir une forme différente, un peu plus en arc de cercle pour la corneille et un peu plus en pointe pour le corbeau. Donc on va aussi avoir dans les espèces qui vont prédater, on va avoir le faucon pèlerin. Donc le faucon pèlerin, on l'a suivi cette année, on a suivi son nid et il a eu 3 jeunes poussins dits à l'envol, donc ils sont arrivés jusqu'au stade où ils pouvaient s'envoler et commencer à se nourrir par eux-mêmes. Donc j'ai pas précisé, mais ce sont toutes des espèces aussi protégées et c'est aussi hyper chouette de voir que leur reproduction se passe bien. Et enfin, on a aussi les goélands. Donc là, sur la photo, on a un goéland brun. Et les goélands, c'est des espèces qui sont assez territoriales et qui vont même parfois prédater en fait parmi leurs propres congénères, les œufs ou les poussins. Mais encore une fois, ça fait partie de leur comportement et donc c'est quelque chose de naturel. Et pour autant, il ne faut pas avoir un désamour pour ces espèces. C'est leur fonctionnement, tout simplement. On va aussi avoir d'autres espèces qui vont nicher donc, sur le cap, qu'on va pas forcément suivre ou peu. Donc on a le pipite maritime en haut à gauche, on a également l'étriépi, l'hirondelle des fenêtres, le goéland marin et le goéland brun. On avait souvent aussi la question, quand on était sur le cap, on avait pas mal d'interactions avec des visiteurs ou des locaux. Et on avait cette question qui revenait un peu constamment, est-ce qu'on peut voir des macareux sur le cap? Et donc c'est aussi entre autres pour ça qu'on a choisi de faire la présentation. C'est pour un peu détricoter, on va dire, des idées préconçues, ou des idées qui ont été un peu véhiculées. Et donc non, on ne peut pas voir des macareux moines au cap. Et si on en voit par hasard, c'est de manière très 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 exceptionnelle, à savoir maximum une fois par an, un individu en mer. Donc globalement, il faut retenir qu'on ne voit pas de macareux moines au Cap Fréhel. Et par contre, vous allez pouvoir voir des footbassins qui viennent chasser en mer. Donc on les distingue au loin, ils sont d'une envergure assez grande avec les bouts des ailes noires. Et vraiment, c'est un oiseau très très grand. Donc c'est plutôt comme ça qu'on va pouvoir l'observer au moins. Et donc, mais pareil, il ne va pas nicher au cap. Les endroits où ils vont nicher, c'est la réserve des Sept-Îles, qui est plus à l'ouest, au niveau de la Bretagne, et notamment sur l'île Rosique. L'île Rosique, c'est la seule île où les foulmassins vont nicher en France. Et on retrouve aussi une grande partie des couples nicheurs de macareux moines sur cette île. Et le reste un peu réparti dans les autres îles des Sept-Îles. Donc voilà, pas de macareux moines au cap, des foulmassins, parfois au loin en mer en train de chasser. On a par contre eu la chance de faire d'autres observations. Donc là, on peut voir à gauche
des espèces de... On ne sait pas trop, c'est quelque chose qui flotte, une masse un peu, voilà, une masse blonde qui flotte. Et en fait, ce sont des poissons lune qui se mettent sur un côté de un côté de leur corps et qui vont comme ça venir se faire déparasiter par le soleil. Donc ils flottent un peu de cette manière assez marrante. Et on pouvait en voir, on en a vu parfois jusque 6 au même moment, 6, 7. C'était assez chouette. Après, vous pouvez voir aussi parfois au loin des puffins des Baléares ou des puffins des Anglais. Et donc, c'est des oiseaux marins qui vont venir en très grande colonie, par centaines, voire par milliers des fois, et qui vont venir se nourrir aussi, qui ont un peu des zones de chasse aussi qui peuvent être proches du cap Fréhel. Et puis après, on a enfin le phoque gris, que nous, on a pu observer en fait plutôt dans une position de repos, donc il se met à la verticale dans l'eau, avec sa tête qui sort, et c'est un peu comme une position, on appelle ça en bouteille, qui flotte comme ça. Voilà. Donc que des chouettes observations, et j'espère que pareil, vous pourrez faire de belles observations au Cap. C'est toujours chouette de voir qu'on peut voir plein de choses différentes et avoir plein d'étoiles qui brillent dans les yeux. Bon, on a vu ensemble un peu les espèces qui nichaient sur le Cap, les autres observations. Là, on va rentrer un peu dans comment on s'y est pris, donc avec Connie, notre service civique, et avec Louisiane, notre tutrice, pour suivre ces espèces sur le Cap. Donc déjà, pourquoi en fait, quels sont les enjeux au niveau du suivi de nidification? Pourquoi on s'embête à aller sur les falaises, à passer des heures à observer ces oiseaux-là? Eh bien, en fait, il y a des raisons assez simples à ça. C'est pour évaluer l'état de reproduction de chaque espèce que l'on suit, faire un peu un état aussi des populations, d'alimenter ce qu'on va appeler des banques de données qui vont nous permettre après d'avoir vraiment un suivi sur l'évolution de ces populations-là et corréler aussi avec d'autres données de d'autres lieux d'édification ou par exemple des données de migration qui vont vraiment nous permettre d'avoir une compréhension un peu de la dispersion de ces populations, de leur, euh, de leur bon état de reproduction et voilà, de leur évolution. On va aussi pouvoir observer les facteurs d'influence sur la reproduction. Donc par exemple, s'il y a des événements météorologiques importants, est-ce que ça va venir impacter le taux de reproduction, la réussite de cette reproduction? Est-ce que la prédation aussi va venir impacter jusqu'à quel point cette reproduction? Et puis, on va aussi pouvoir un peu observer des comportements des espèces nicheuses. Donc, par exemple, quelle alimentation elles vont avoir. Là, on a notamment une photo de pingouin torda avec des poissons donc, dans le bec. Et ces poissons-là, c'est ce qu'on appelle des lançons. C'est des petits poissons dont beaucoup d'espèces sur le Cap vont venir se nourrir. Et donc, c'est aussi un paramètre important parce qu'après, si par exemple les populations de poissons évoluent, on va dire dans l'espace, dans leur répartition au niveau de la mer, et ben ça peut potentiellement aussi influencer sur la répartition des oiseaux. Voilà. Mais pour revenir, c'est vraiment faire un état de la reproduction des espèces et suivre l'évolution des populations et leur bon développement. Au niveau des lieux, donc nous on était vraiment que sur le Cap Fréhel. On allait beaucoup en fait voir ce qu'on appelle la petite et la grande fauconnière. C'est plutôt des décrochements rocheux de la falaise qu'on voit souvent là, les dernières photos qu'on vous montrait. On les voit en fait, ces deux gros blocs, on va dire, de falaises qui sont détachés. Et c'est là où on faisait la plupart des suivis. Et après, on faisait aussi à d'autres endroits, dont ce qu'on appelle le platier. Donc, c'est un espace qui est rocheux et qui est découvert à marée basse et que vous allez voir après en vidéo. On vous a mis aussi quelques petits chiffres pour vous rendre compte un peu du suivi nidification. Nous, on a calculé, on était à peu près 280 heures d'observation par personne.
Donc voilà, c'était vraiment une implication assez intense sur le terrain. On y était quasiment tous les jours sur le pic de suivi. Mais c'était aussi incroyablement passionnant. On a fait aussi 2 sorties bateau. Donc ça, c'était plus pour prendre des photos des lieux qu'on ne pouvait pas suivre depuis la Terre. Et après faire un dénombrement, un suivi grâce aux photos. Et après, on a fait donc 7 descentes sur le Platier. C'est ce dont je vous parlais. C'est donc là, on voit un peu sur la photo, vous avez des roches qui sont un peu à fleur d'eau euh, au loin. Et bien ça, c'est le Platier. Et on pouvait descendre donc de manière encadrée et sécurisée sur ce lieu-là pour avoir encore d'autres points de vue d'observation des oiseaux. Aussi, on a mis, bon voilà, 1001 interruptions pour répondre aux questions fréquentes. Comme je vous ai déjà dit, on a beaucoup d'interactions avec des touristes ou des personnes qui venaient se balader sur le cap. Et donc c'est aussi pour ça qu'on fait une présentation et qu'on l'enregistre maintenant. C'est pour répondre à un maximum de questions et voilà, répondre à cette curiosité que les gens pouvaient avoir en fait sur le cap. Là, on va passer à des vidéos qui montrent un peu, donc qui sont filmées sur le Platier pour rendre compte un peu de ce que c'était en fait d'observer sur ces lieux-là. Là au loin, on voit justement la petite fauconnière à droite et la grande fauconnière à gauche. Euh, voilà pour la première petite vidéo. Il y en a encore une deuxième. Bon, encore un petit problème technique de présentation. Le commentaire devait s'afficher un peu plus tard. Là, vous avez peut-être aussi entendu et reconnu le son le cri des mouettes tridactyles. Donc, ce petit son un peu comme des pleurs de bébé ou alors des kitty wake. Donc voilà. Là, on était toujours sur le Platier et donc mention à prendre en compte, comme écrit là sur la diapositive, c'est vraiment en fait que pour des recherches scientifiques qu'on peut descendre sur ce Platier, ça peut être très dangereux. Donc nous on est équipés avec des casques, avec du matériel d'escalade spécial et puis encadré, en l'occurrence là, notamment avec ma tutrice Louisiane, pour pouvoir descendre en sécurité sur ce lieu-là. Donc en tant que personne venant en câble, vous ne pouvez pas descendre sur le Platier, mais vous pouvez regarder à volonté ces petites vidéos et puis dans tous les cas, on voit déjà très très bien en fait les espèces du haut des falaises et il n'y a pas besoin de descendre pour une observation amatrice des oiseaux sur le Platier. Donc là, on vous a mis aussi des cartographies. Donc là, on a une cartographie assez complexe où en fait on voit donc chaque numéro, c'est un nid potentiel. Donc là, c'est une cartographie de mouettes où en fait on voit que voilà, ils sont vraiment collés presque les uns aux autres et c'était un point de vue qu'on avait mais qui était assez loin. Donc ça pouvait être assez challengeant des fois de pouvoir regarder le contenu des nids. Donc oui, pour réexpliquer, donc quand on était sur les falaises, on devait regarder un peu chaque nid potentiellement occupé, donc chaque numéro. Et si donc il y avait des individus qui étaient en train de couver ou qui étaient présents, on devait les observer. Et puis après, essayer de voir le contenu des nids pour les espèces qui font des nids. Donc vous comptez le nombre d'œufs, vous comptez le nombre de poussins et identifier le stade des poussins. Et ça, du coup, on devait regarder chaque nid chaque semaine pour vraiment avoir un suivi long terme sur la nidification. Donc là, par exemple, c'était un petit quiz
pour un peu voir combien d'œufs, selon vous, on voit à la longue vue, si vous vous mettez un peu dans votre peau. Et donc là, on voyait 3 œufs que ce cormoran était en train de couver. Et donc il y avait ce côté un peu challengeant de voir les œufs ou les poussins, parce qu'il fallait parfois attendre longtemps en fait que les individus bougent, les adultes, pour, euh, pour voir ce qu'il y avait en dessous, en fait, qu'est-ce qui couvait. Et il fallait être aussi assez attentive et à l'affût, bouger sa longue vue, regarder aux jumelles, euh, après changer d'endroit pour voir d'un autre point de vue les nids. Et ça, on avait plein de spots différents sur les falaises pour regarder ces nids-là. Donc là c'était un peu pour vous montrer comment on notait le suivi nidification. Donc on avait des cases avec les numéros de nid. Et après, dans chaque case à côté, en fait, on notait donc la qualité du nid. Donc, me demandez pas pourquoi, mais c'était quand le nid était bien construit, on notait ça en numéro 23. Après, on notait le nombre de couveurs. Donc là, par exemple, sur la photo, il y a un couveur, donc on mettait CV1. Et puis on mettait le contenu du nid, donc le nombre d'œufs ou le nombre de poussins. Donc là, par exemple, si on regarde la deuxième case, on voit donc 23 CV1 1 E point d'exclamation. Donc ça veut dire que c'est donc un nid qui est bien construit avec un couveur et un poussin stade E, parce que les poussins avaient des stades en fonction du nombre de semaines qu'ils avaient. Et donc cette case-là correspond à la photo qu'on peut observer à gauche, qui est une photo prise à travers la longue vue. Donc c'est un peu ce qu'on pouvait voir dans le meilleur des cas, parce que des fois on était bien plus loin et donc c'était beaucoup plus compliqué à observer. Et là, du coup, on voit aussi un peu le bordereau, comment il apparaît au fur et à mesure du suivi de nidification. Et donc, on voit bien que chaque semaine, on va aller prospecter tous les nids pour savoir s'ils sont occupés ou non. Quand ils sont barrés, quand il y a la case barrée, c'est qu'il n'y a pas eu d'observation sur le nid potentiel. Donc, on n'a pas vu d'individu, on n'a pas vu de nid, on n'a rien vu. Donc, on barre la case. Mais c'est aussi important comme donnée à avoir pour être sûr de la validité des données. C'est aussi important. Et puis donc, toutes ces données-là, elles nous permettaient de faire un bilan de nidification. Donc là, il est en cours de validation, donc on va pas vous le mettre là sur la présentation. Cependant, vous allez pouvoir retrouver toutes les données en fait dans un rapport qui va être diffusé, qui en général s'appelle bilan annuel de la saison de reproduction des oiseaux marins de Bretagne, parce que c'est des données qui sont après regroupées avec d'autres données de d'autres sites de nidification au niveau de la Bretagne. Donc je vous invite à aller le consulter dans les mois qui arrivent, et quand il sera sorti, si ça vous intéresse. En tout cas, donc toutes ces données-là, de tout ce suivi quotidien assez intense sur le terrain, et ce suivi de chaque nid, chaque semaine, nous permettait à la fin d'étudier notamment 3 paramètres. Donc le premier paramètre, c'est la production de jeunes à l'envol par couple nicheur. C'est un peu mystérieux dit comme ça, peut-être que vous l'avez compris dès le premier coup, ça serait super chouette. Mais en gros, ça veut dire qu'on va faire un ratio entre le nombre total de jeunes qui sont à l'envol, donc qui sont arrivés jusqu'au bout de leur stade, enfin qui sont arrivés en stade plutôt juvénile, qui vont pouvoir s'envoler du nid, donc on fait ce ratio-là, par le nombre de couples nicheurs de l'espèce. Et ça nous permet après d'avoir un ratio qui va évaluer si c'est plutôt une bonne, une moyenne année pour la reproduction. Et c'est vraiment un paramètre qu'on retrouve beaucoup pour les espèces nicheuses. Après, on a aussi le taux d'échec de reproduction. Donc ça, c'est par exemple dès qu'il va y avoir un échec au niveau de la couvaison des œufs, au niveau de la mortalité des poussins, ça va être aussi comptabilisé. Et donc, on va avoir un certain pourcentage d'échecs dans la reproduction de l'espèce, qui va être aussi un paramètre important. Et puis, on a aussi des données sur les effectifs des populations, pas pour toutes les espèces, mais par exemple, donc pour la mouette ridactyle, on va avoir un effectif total, pour le pingouin tordal et guimauve.
Par contre, typiquement pour les goélands et les cormorans, ça va être fait tous les 10 ans. Voilà. Et donc les effectifs, pareil, ça donne une information clé sur après l'évolution des populations en termes de quantité. Voilà, voilà pour cette partie. Je vous retrouve tout de suite pour la partie sur la migration. On a vu ensemble les différentes espèces qu'on pouvait trouver au Cap Fréhel. On a aussi un peu étudié la méthodologie qu'on avait utilisée pour le suivi de nidification. Mais on peut se poser la question de où vont ces espèces après avoir niché et où vont les jeunes à l'envol. Donc là, je vais vous parler d'un exemple qui est le trajet migratoire d'un duo d'alcidés. Donc pour rappel, les alcidés, c'était donc les guillemots de Troll et les pingouins torda qu'on trouve sur le Cap. Et là, on va parler en particulier d'un duo donc de pingouins torda. Donc en fait, il y a eu des poses de GPS qui ont été réalisées sur des guillemots de Troll et sur des pingouins torda afin d'observer en fait leur mouvement après le saut des poussins de la falaise. Et cette étude-là, en fait, s'inscrit dans un programme qui s'appelle MigrateLine. Et donc, MigrateLine, c'est un programme qui vise à développer les connaissances scientifiques liées au mouvement et à la dispersion, à la migration des espèces d'oiseaux marins. Et cela dans le cadre aussi d'aménagement, notamment du littoral, et notamment avec les éoliennes en mer. Et en fait, c'est pour comprendre justement où sont les espèces et pour éviter de les déranger et les préserver. Donc voilà, ce projet-là, donc ce programme, c'est MigrateLine. Vous pouvez également retrouver les données par espèce sur leur site. C'est assez intéressant d'aller voir les différents trajets migratoires qui existent en fonction des espèces. Et donc là, on revient sur cet exemple-là. C'était donc un franc succès pour l'équipe qui a posé les GPS. Donc c'est l'équipe de Bernard Cadiou, qui est le coordinateur, on va dire, à l'échelle de la Bretagne des oiseaux marins. Et donc on a eu ce duo dont le poussin a sauté donc, le 18 juin à 23h20. C'est donc des données assez précises, mais hyper intéressante du coup de savoir que notamment il saute plus quand la luminosité faiblit, donc plutôt le soir, la nuit. Et donc si on regarde un peu le trajet migratoire, on voit en fait au début il y a des points qui sont un peu plus éloignés les uns des autres. Et donc ça veut dire que le poussin en fait et donc le parent qui est le père qui va l'élever après pendant plusieurs semaines en mer. Tous les deux, ils ont nagé activement, tout d'abord. Donc ça, c'est les points éparses. Et après, on voit comme des boucles là tracées avec le tracé rose. Et en fait, ça, c'est plus parce qu'ils ont fait plutôt une nage passive et ils se sont plutôt laissés dériver par les courants et les courants marins liés à la marée. Et à préciser aussi que à ce stade-là, le poussin ne vole pas. En fait, à partir du saut de la falaise, il va encore mettre environ 3 semaines à apprendre à voler. Donc voilà, donc le père du poussin, le mâle et le poussin ont nagé un peu activement et après se sont laissés dériver. Ils sont passés entre les îles anglo-normannes, donc de Guernesey et Jersey. Et puis après, ils sont arrivés vers la Manche. Donc on peut supposer que là, après l'ère d'apprentissage et on va dire, de nourrissage après du jeune peut se situer vers la Manche. Donc ça, c'est pas exhaustif, ça veut dire qu'il existe aussi plein d'autres endroits où les duos se trouvent, notamment par exemple la baie de Saint-Brieuc ou vers le Mont Saint-Michel, etc. Mais voilà, ça c'est important d'avoir cette donnée-là parce que c'est toujours des données qui sont intéressantes pour mieux comprendre le comportement des espèces. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire sur cette partie-là. J'espère que vous avez pu suivre jusqu'à maintenant, que ça a été intéressant pour vous d'en connaître un peu plus sur les espèces au Cap Fréhel.
On va finir cette présentation par un jeu ludique où vous allez pouvoir tester un peu vos connaissances en termes de reconnaissance des oiseaux. Donc ça, c'est un jeu qu'on avait proposé quand on avait fait la présentation en vrai devant un public qui avait beaucoup plu et bien marché. Donc on vous le propose aussi en mode présentation comme ça vidéo. Donc n'hésitez pas à faire pause pour avoir un temps de réflexion, d'essayer de voir, se rappeler les critères d'identification dont on a parlé en première partie. Et puis après, je vous dirai un peu la réponse avec ce qu'il fallait un peu regarder pour s'aiguiller dans la reconnaissance. Donc, si vous êtes prêts et prêtes, c'est parti. À vos jumelles, on embarque sur le cap et on va voir les petits oiseaux. Là, c'est le premier oiseau. Je vous laisse un petit temps de réflexion. Donc, vous l'avez peut-être reconnu, c'était donc le guillemot de Troll. Donc là, on pouvait bien le reconnaître avec sa couleur un peu chocolat, son bec assez fin. Voilà. Donc normalement, ça c'était une première espèce plus ou moins facile à reconnaître. On passe à la deuxième espèce. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre en pause si vous avez besoin d'un temps de réflexion, d'un temps d'observation. Donc ça, cette espèce, c'était le goéland argenté. Donc si vous vous souvenez, j'avais parlé de la tache rouge qui est caractéristique des goélands, qu'on peut voir sur la partie inférieure du bec. Et donc là, on voyait bien cette tache rouge. Après, c'était peut-être un peu plus difficile de voir quel goéland, quel type de goéland c'était. Donc là, en l'occurrence, on pouvait deviner un peu la couleur des ailes, le début des ailes, en gris assez clair. Mais je vous l'accorde, c'était pas le plus évident. Passons à la suivante. Donc là, on a un oiseau en plein vol. Peut-être un peu moins évident à reconnaître. Et donc ça, c'était la mouette tridactyle. Donc on va donc d'une plus petite envergure. Aussi, le bec est plus fin, jaune, il n'y a pas cette tache. Mais je vous l'accorde, là, c'était pas simple. Mais c'est vrai que nous, quand on était au Cap, on pouvait aussi s'entraîner à la reconnaissance des espèces aussi en vol. Donc c'est aussi quelque chose qui est intéressant à faire. Autre espèce, autre challenge. Celui-là, c'est donc le fulmar boréal. Pareil, pas évident à identifier, mais on peut voir notamment à son bec qu'on devine un peu. Donc avec ses narines tumulaires et puis cette couleur un peu plus particulière, un peu plus bleutée, orangée. Cette forme un peu plus massive avec un cou et une tête un peu plus massive. Et la couleur des ailes aussi qui est pas d'un gris uniforme, un peu plus sali, on va dire. Autre challenge aussi, là du coup un peu moins évident, un oiseau en plein vol, tenant quelques brindilles pour venir construire son nid. Donc là on est sur une mouette tridactyle, et donc si vous aviez regardé un peu les pattes, on peut voir que c'est des pattes noires, donc ce qui les notamment différencie du goéland argenté qui aurait eu plutôt des pattes roses. Voilà, si vous l'aviez trouvée, vraiment bravo à vous parce qu'elle n'était pas simple, celle-là. Donc là, nous avons deux individus d'une certaine espèce. Et il s'agit de deux jeunes cormorans huppés. Donc là, ils sont déjà, on va dire, juvéniles. Mais tout de même, on voit qu'ils n'ont pas encore cette couleur de noir et vert métallique. Un autre poussin, mais de quelle espèce? Si vous voulez un petit indice, regardez peut-être au niveau de la tête, des couleurs de la tête. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Un critère que j'avais pu évoquer. Il s'agit en fait d'un poussin de guillemot de Troil. Donc, comme je vous l'avais dit dans la première partie, il a un espèce de masque, comme ça, blanc et noir. Et donc ça veut dire qu'il est déjà, on va dire, environ 3 semaines. Et donc il va être bientôt prêt à faire le grand saut depuis la falaise.
un autre individu aussi. Assez compliqué celui-là également. Et il s'agit donc d'un jeune goéland argenté. Donc ça c'est un juvénile qui est déjà donc, largement capable de voler et de se nourrir par lui-même. Et souvent, donc il y a certaines personnes qui vont en fait penser que c'est un oiseau, une espèce différente. Et en fait non, c'est vraiment un jeune de goéland argenté. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de goélands qui mettent plusieurs années à avoir leur plumage d'adulte. Donc là, en l'occurrence, le goéland argenté, il met à peu près 4 ans pour avoir le plumage gris clair qu'on lui connaît. Donc là, petit piège sur cette photo, on a 3 individus, mais on a 2 espèces. Et regardez bien attentivement les couleurs de ces espèces. Donc là, on avait donc à gauche, on avait un guimauve, donc plutôt chocolat. Et puis à droite, vous avez peut-être deviné, c'était un couple de pingouins torda. Donc on voit un petit peu la ligne blanche comme ça sur le bec et la tête. Et puis cette couleur vraiment noire, beaucoup plus foncée. Là, on arrive vraiment dans les 2 dernières photos les plus difficiles à identifier. Euh, Petit indice, c'est pas une espèce qui va nicher sur le cap. C'est une espèce qu'on va pouvoir voir en mer. Et là, si vous regardez le nombre d'individus, ça va peut-être vous donner un indice sur l'espèce potentielle. Donc là, il s'agissait d'une colonie de puffins, donc puffins des Baléares et puffins des Anglais, donc des taches brunes et noires au loin. Bon, on a aussi probablement quelques mouettes et goélands, donc là, à ces distances-là, on n'arrive pas trop à distinguer qui est qui, mais donc mouettes et goélands, c'est plutôt les taches blanches, et le reste, toutes les taches brunes des puffins. Et donc là, c'est une colonie qui vient se nourrir près du cap, dans les eaux du cap. Et ça, c'est aussi des observations, donc, comme je vous disais, qu'on a pu faire au cours du suivi de nidification. Et enfin, dernière photo. Donc là, l'indice que je peux vous donner, c'est que on a pris cette photo en septembre, en début septembre, et donc à cette période-là, il reste plus beaucoup d'oiseaux sur le cap. Et donc, ça va peut-être vous donner un indice. Donc là, c'est un poussin flumard boréal. Donc vraiment pas évident à voir. C'était le dernier qu'on a suivi, et le dernier à s'envoler. Et donc voilà, bravo si vous l'avez pu identifier avec l'indice de la date d'observation en septembre, comme c'était un des derniers individus qu'on a pu observer. Voilà donc pour le petit jeu. On a mis aussi toutes les photos qu'on a utilisées et puis la bibliographie qu'on a utilisée pour effectuer cette présentation. Et un grand merci partagé donc avec mon Connie, avec qui on a élaboré cette présentation et avec qui on avait fait la présentation de vive voix au grand public. Et voilà, on espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu, que ça a peut-être éveillé en vous des nouvelles envies d'aller voir avec vos jumelles les oiseaux sur le cap. Et donc voilà, et on voulait remercier bien sûr le syndicat mixte Cap d'Arqui Cap Fréhel qui nous a donné l'opportunité de faire ce service civique, également notamment les différents partenaires et les différentes personnes, donc par exemple Bretagne Vivante et également Bernard Cadieux, qui est le responsable le coordinateur à l'échelle de la Bretagne des oiseaux marins, avec qui on a pu notamment descendre sur le Platier et faire des observations. Et puis bien sûr, un immense merci à Louisiane aussi, notre tutrice, qui a été incroyablement géniale tout au long de ce service civique. Donc voilà, on espère que ça vous a plu. Il y a encore quelques slides qu'on a mis en bonus pour les plus intéressés d'entre vous. Donc notamment la liste, le tableau qui récapitule un peu la liste rouge IUCN. Donc là, pareil, vous pouvez mettre en pause. Et puis là, on a une dernière petite vidéo sur le dérogement anthropique. Donc je vais la lancer et puis je vous laisse sur ça.
Et Kenavo, à bientôt sur le cap, on espère.